Je voudrais qu'on évoque le pass sanitaire. On a entendu le ministre Marc Fesneau qui défend la position du gouvernement et ce projet de loi de vigilance sanitaire qui permet au gouvernement d'utiliser ou non le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Stéphane Le Rudulier, vous faites partie de la commission des lois du Sénat qui travaille donc sur ce sujet et la commission des lois a une version un peu différente avec des modifications, c'est-à-dire qu'on légifère une nouvelle fois fin février si on donne ces pouvoirs au gouvernement. On fait également un pass sanitaire à la carte, c'est-à-dire qu'on allège un peu ce dispositif du pass sanitaire. Oui, on est parti du constat que nous ne sommes pas dans la même situation qu'au mois de juillet. Il faut se rappeler qu'au mois de juillet, on avait une propagation du virus à plus de 20 000 cas par jour. On était sur la 4e vague. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est la vaccination. On a un taux de couverture vaccinale qui avoisine dans certains départements les 90%. C'est-à-dire que le pass sanitaire a joué son rôle. Rappelez-vous, on avait mis en place ce pass sanitaire pour forcer également les personnes à se faire vacciner ou en tout cas avoir un schéma vaccinal complet. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit de toute façon, la loi du 5 août, c'était sur 3 mois. Rappelez-vous, la proposition du Sénat, c'était le 30 octobre. C'est le 31 octobre, ça a été repoussé en commission mixte paritaire au 15 novembre. 3 mois et demi. Il est inconcevable de donner un chèque en blanc au gouvernement jusqu'à fin juillet. On ne peut pas enjamber les élections présidentielles et les élections législatives. L'idée étant d'effectivement de raccourcir cette période pour qu'elle corresponde à la période d'habilitation qu'on a pu donner antérieurement. C'est un sujet de cohérence. Et puis également, derrière, la territorialisation de la mesure du pass sanitaire. Pourquoi on propose ça ? Parce que dans certains départements, on arrive quasi à la vaccination, à un schéma de vaccination pour l'ensemble de la population. Le pass sanitaire a un écueil particulier. C'est qu'on a pu remarquer, quand on arrive dans des équipements recevant du public, parce qu'on présente le pass sanitaire, il y a, de la part de certains, le fait qu'on n'est plus obligé d'appliquer les gestes barrières. Ce qui est peut-être un danger également. D'où notre prudence territorialisée pour pousser à la vaccination sur des territoires qui n'auraient pas encore un taux satisfaisant. Et puis le troisième élément, mais sur lequel, là-dessus, on est très strict, c'est la levée du secret médical, notamment pour les directeurs d'établissement. Il est hors de question de discriminer les élèves par rapport à un schéma vaccinal complet ou non. Et là, le Sénat, en tout cas la Commission, a été très clair et on a reçu l'unanimité par rapport à cette disposition. On abrogerait donc ce 3e point de la loi. David Assouline, on l'a bien compris, la majorité de droite sénatoriale est plutôt favorable au pass sanitaire, mais avec des modifications, des allègements. Mais du côté des sénateurs socialistes, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt hostiles pour le débat de demain sur le projet de loi de vigilance sanitaire, plutôt hostiles au pass sanitaire et à une prolongation. Nous sommes contre donner un blanc-seing là-dessus. Je crois que le Sénat est relativement d'accord. Il faut comprendre qu'il y a une restriction de liberté. Nous pouvons l'accepter de façon contrôlée avec le Parlement qui doit être le maître des horloges quand il s'agit de restriction de liberté ou de liberté tout court. Or, encore une fois, on veut se libérer d'un quelconque contrôle du Sénat et avoir les mains libres jusqu'en juillet. C'est absolument inadmissible. Nous, on part du principe, on est pour la vaccination obligatoire. Bon, ça s'est posé. Ensuite, on voit avec ce qui se passe. Et on considère qu'à 80% de la population vaccinée, il y a dans le risque et les acquis du pass sanitaire, le risque pour les libertés publiques, pour les libertés individuelles et l'apport en termes de protection des citoyens, il faut absolument ne pas tomber dans un état permanent d'état d'urgence sanitaire, même quand on est à 80% vacciné dans le pays. Donc, je parle de l'Hexagone, parce qu'on sait bien que pour les autres territoires, c'est une situation bien différente. Mais on considère qu'à partir du moment où, en France, on est à 80%, il faut arrêter avec le pass sanitaire. Mais comme la situation est mouvante, que le Parlement, tous les 2 mois, reçoive un état des lieux du gouvernement qui peut, parce qu'il apprécie la situation différemment, nous proposer des prolongations ou des remises en place du pass sanitaire ou d'autres restrictions. Mais en tous les cas, aujourd'hui, on pense qu'il faut arrêter avec le pass sanitaire
parce qu'il y a 80% de vaccinés, que l'immunité collective est globalement atteinte, qu'il faut continuer les gestes barrières et tout le reste, et peut-être qu'on pourra mieux lutter pour les gestes barrières et tout le reste, s'il n'y a plus ce sentiment qu'on est protégé parce qu'on est vacciné, c'est plus compliqué. Mais nous, on veut rappeler qu'attention, toujours, même dans les situations de crise, et il y en aura d'autres, même climatiques ou autres, la démocratie reste notre régulateur fondamental. Emmanuel Capus, est-ce que cet outil du pass sanitaire est encore pertinent avec une France métropolitaine vaccinée massivement ? La question, elle est plus vaste que ça. La question, c'est est-ce que le Covid a disparu ? Non. Est-ce qu'il peut redémarrer avec la période hivernale ? Manifestement, oui. Est-ce qu'on a des outils qui sont efficaces ? La vaccination et le pass sanitaire, oui. Donc la question maintenant qui reste, en fait, c'est celle de l'autorisation du gouvernement à utiliser ou pas ces outils pour éviter, je le rappelle quand même, c'était ce qu'on voulait éviter par le passé, pour éviter les nouveaux confinements et pour éviter de rétablir l'état d'urgence sanitaire. Donc le texte, c'est quoi ? C'est la possibilité donnée au gouvernement de rétablir l'état d'urgence sanitaire dans lequel nous ne sommes plus, et la possibilité d'utiliser le pass sanitaire qui pourrait disparaître au 15 novembre prochain, je crois, si on ne fait rien, puisque le texte sera périmé. Donc voilà, c'est ça la question. Et avec la question de savoir, en fait, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour redonner au gouvernement la possibilité d'utiliser les outils avec différentes variantes. Et donc la question, c'est est-ce qu'on l'autorise pour 2 mois, 3 mois, jusqu'en février, ou est-ce qu'on donne l'autorisation au gouvernement après, jusqu'au 31 juillet 2022, avec la particularité qu'il y a les élections présidentielles et que donc il n'y a plus de session en fait à partir du 28 février. C'est ça la difficulté. Moi je pense que sinon le gouvernement ne nous aurait pas proposé, je ne suis pas le gouvernement, je pense qu'il ne nous l'aurait pas proposé. Que même pendant une période où il n'y a plus de session, le gouvernement peut très bien convoquer pour légiférer là-dessus. Donc, je suis d'accord. Donc la question en fait, c'est plus la question de savoir est-ce que ça sera le bon moment pour en discuter sereinement en pleine période électorale. À mon avis, c'est la seule question qui se pose. Personnellement, je n'ai pas d'avis. J'attends le débat pour trancher. Je suis très partagé entre, effectivement, l'avis du sénateur qui est de dire c'est quand même au Parlement de contrôler et de donner l'autorisation, et le souci de sérénité de l'élection présidentielle et le souci sanitaire qui est que peut-être que ça n'est pas le moment de revenir sur ce débat en février-mars, enfin en pleine période électorale en fait. Et on verra la réponse et le vote des sénateurs à partir de demain. Et ce débat en séance publique sur le texte vigilance sanitaire et la prolongation du pass sanitaire. On va maintenant évoquer le sujet fort de cette séance de questions d'actualité, la lutte contre le harcèlement scolaire après le suicide de la petite Dina. Et on va aller dans la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat où Quentin Calmet a suivi avec attention cette séance et Jean-Michel Blanquer a répondu à plusieurs questions sur ce sujet. Tout à fait, Alex. Il y a eu ce moment où on a vu s'enchaîner 3 questions sur cette lutte contre le harcèlement scolaire. Et c'est vrai qu'Alex, on a senti une émotion particulière des sénateurs, car cela fait suite au suicide de la jeune Dina à Mulhouse. Et on a donc entendu les sénateurs interroger le gouvernement, mais aussi interroger un peu tout le monde, s'interroger sur la responsabilité collective en la matière. Écoutez, parmi les orateurs, le sénateur communiste Fabien Gay. Je ne peux m'empêcher de m'interroger. La banalisation, voire l'acceptation des discours de haine, d'intolérance et de racisme, particulièrement dans l'arène politico-médiatique, déteint partout, y compris à l'école. Le problème se pose également sur les réseaux sociaux qui, on le sait, ne font guère d'efforts pour les modérer. Ce n'est pas une fatalité. Il nous appartient collectivement de prendre nos responsabilités. L'éducation de nos enfants, leur émancipation dans de bonnes conditions est fondamentale. Ils sont, chacune et chacun, notre avenir, l'avenir de notre pays. Voilà le sénateur communiste qui a été largement applaudi à gauche, mais pas seulement, jusque sur certains bancs à droite. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale a répondu comme cela à 3 prises de parole. Parmi les solutions qu'il a évoquées, on retient ce volet sur la régulation des réseaux sociaux. Écoutez Jean-Michel Blanquer. Nous devons faire pression sur les plateformes de réseaux sociaux pour que les règles du jeu évoluent sur cette question. C'est pourquoi je les ai convoqués il y a 3 semaines, c'était avant ce drame. Les premiers engagements que l'on voit poindre, ce serait d'abord de réellement faire respecter l'interdiction au moins de 13 ans sur les réseaux sociaux. C'est d'avoir une analyse des algorithmes pour éviter l'addiction aux réseaux sociaux et un certain nombre de logiques délétères qui sont liées à ces algorithmes.
C'est en troisième lieu réagir beaucoup plus vite de la part de ces plateformes lorsqu'on signale des contenus haineux et qu'on constate du cyberharcèlement. Voilà, donc on retient que Jean-Michel Blanquer s'est un peu félicité de la lutte contre le harcèlement scolaire, mais qu'il reste bien un point noir, hein. C'est cette lutte contre le cyberharcèlement, ce harcèlement en ligne, Alex. Merci beaucoup. Quentin, Stéphane Le Rudulier, on a vu beaucoup d'émotions durant cette séance autour du suicide de la petite Dina. Ce suicide, c'est un échec collectif pour tout le monde, pour toute la société? Écoutez, c'est toujours un sujet sensible, mais qui dépasse, qui est transpartisan. On l'a vu, effectivement, les différentes interventions dans l'hémicycle, on ne peut que souscrire à l'émotion, mais également aussi aux propositions. Le Sénat, dans le cadre d'un rapport sénatorial, a fait 35 propositions. J'ai entendu le ministre de l'Éducation nationale dire qu'il prendra en compte ces propositions pour essayer d'améliorer le cadre législatif. Mais derrière ça, il y a aussi la responsabilité des parents, c'est-à-dire sensibiliser les parents sur le fait que cet harcèlement, ce cyberharcèlement, ce sont deux phénomènes, peut toucher n'importe quel enfant. On parle de 700 000 enfants en France par an qui peuvent être touchés par ce harcèlement. Ça peut arriver à quiconque. Et là, encore, il doit y avoir un accompagnement des parents, des enfants, au-delà de l'éducation nationale, pour déceler si l'enfant est perturbé, pourquoi il est perturbé, dans quel cadre, et derrière mettre en œuvre les 35 propositions qui ont été bâties dans le rapport pour qu'on puisse essayer de lutter sur ce fléau. Mais c'est vraiment le reflet de la société. À l'heure actuelle, on parle de violence, d'ultra-violence, et je rejoins les propos du sénateur Gay. C'est véritablement un sujet très préoccupant parce que c'est l'image de la société de demain si on ne corrige pas dès l'adolescence, dès le plus jeune âge, ce genre de déviance. David Assouline, vous êtes d'accord? Ce drame, c'est le reflet de la violence qu'on a actuellement, qu'on connaît dans la société, et également dans le débat politique avec le rejet de l'étranger, le racisme, le rejet de la différence. Oui, oui, dans le sens où ce sont les adultes qui, en général, dans leurs différentes fonctions, y compris de parents, donnent l'exemple, protègent les jeunes, et il y a le sentiment quand même qu'ils se laissent aller eux-mêmes à beaucoup de violence, beaucoup d'excès, qui les rendent peu crédibles, y compris pour asseoir une autorité pédagogique sur des enfants qui se livrent à des excès. Que voient les mômes aujourd'hui à la télé, ailleurs sur les réseaux? Ils voient des grandes personnes qui s'insultent, qui attisent les haines, qui montrent du doigt, et ça, c'est un phénomène qu'il faudra apprécier, qui se mettent en meute. C'est-à-dire que le phénomène de meute sur les réseaux sociaux est devenu très très important, et d'ailleurs, c'est un danger, parce que quand une meute se met sur quelqu'un, quand la personne est fragile, qu'elle soit d'ailleurs jeune ou pas jeune, ça peut susciter beaucoup d'isolement, de pression et de difficultés. Et on retrouve chez les adolescents aussi ce phénomène de meute. Parce que c'est quoi le harcèlement? C'est pas seulement une personne qui montre du doigt une autre. C'est souvent des phénomènes de groupe qui mettent à l'écart quelqu'un, qui se sent mal, qui ne sait pas à qui en parler, et puis on voit même dans la façon dont la violence s'exerce parfois dans la jeunesse, quand il y a des bagarres, les phénomènes de meute sont beaucoup plus importants que dans le passé. On peut se mettre à 30 sur une personne. Avant, il y avait des fois presque un code de l'honneur, s'il peut y en avoir. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je sens ça. Je sens de plus en plus le fait que s'ajoute au harcèlement, et là, nommons les choses, hein, il y a des harcèlements pour énormément de choses, et on a tous été à l'école, et il y en avait qui étaient les boucs émissaires des autres, etc., pour différentes raisons. Mais là, il s'agit d'une métisse, il s'agit d'une homosexuelle, c'est bien là-dessus que ça a pesé. Donc, le climat d'autoriser la parole discriminatoire, et je ne vous parle pas du débat politique en ce moment, la surprise que émergent de façon si libérée des paroles qui autorisent la haine. Bon, il y a ça c'est une partie du climat, et il y a ensuite les phénomènes qui sont largement encouragés sur les réseaux sociaux, de meutes, de harcèlement, et qui, dans les actes du quotidien, dans un collège, dans un lycée, peuvent se traduire par
par des drames de ce type. Et donc, moi, j'ai pas de leçon à donner. Je pense que tout le monde doit s'y mettre, mais surtout, nous, comme hommes publics, comme personnes publiques, essayer de montrer l'exemple. On parlera tout à l'heure de la régulation des réseaux sociaux. On entendra le secrétaire d'État au numérique sur ce sujet précis. Emmanuel Capus, le combat, il débute d'abord par le fait d'armer l'école pour lutter contre ce harcèlement sur le terrain. Est-ce que vous avez le sentiment que Jean-Michel Blanquer, que le gouvernement est volontariste sur ce sujet? Il a décliné les différentes réponses, notamment le programme phare, pour essayer de signaler, de trouver les signaux faibles de ce harcèlement sur le terrain. Le harcèlement scolaire, c'est un fléau ancien. Et il a tendance, manifestement, à se développer de façon très importante à cause des réseaux qu'on pourrait raisonnablement appeler d'antisociaux plutôt que de sociaux. Pourquoi? Et ça, c'est le rapport du Sénat, dont le groupe auquel j'appartiens, les Indépendants, est à l'initiative, avec comme rapporteur Colette Mello. Que dit ce rapport? Qu'il y a un problème, en fait, il y a un continuum maintenant entre l'école et l'espace privé. Il n'y a plus de sanctuaire de l'espace privé, puisqu'on emporte à la maison tous les conflits qu'on a à cause des réseaux antisociaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, il y a des mesures qui ont déjà été prises. Jean-Michel Blanquer l'a rappelé, prévenir, de la prévention, former les professeurs, former les élèves aussi sur leurs droits et leurs devoirs, sur ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Ça, c'est la prévention. Ça commence à être fait avec notamment le dispositif phare. Ça doit être amplifié. Ce que préconise en première recommandation le rapport, c'est faire du harcèlement scolaire vraiment la grande cause nationale de la rentrée prochaine. Donc amplifier cette prévention. Il faut aussi détecter davantage. Aujourd'hui, la ministre vient de le rappeler, il y a un numéro pour signaler une difficulté, le 30-20. Personne ne le connaît. Donc ce numéro, il doit être inscrit partout pour qu'on puisse détecter plus facilement et notamment détecter les signaux faibles. Un élève, par exemple, qui ne mange plus à la cantine normalement, qui ne souhaite plus aller à la cantine, ça doit être signalé. Tous ces signaux faibles-là doivent être signalés parce que le danger, c'est que l'enfant s'enferme dans le silence. Et la troisième chose, c'est sanctionner. Ça vient d'être dit. Enfin, c'est faire plus d'autorité à l'école, pas de harcèlement signalé qui ne soit pas sanctionné. Alors, je ne pense pas qu'il y ait besoin de changer la loi. Il faut juste il y a tout un arsenal qui existe déjà. On ne laisse pas un fait qui est signalé non sanctionné. Allez, on va regarder. Je voulais ajouter, parce que j'entends qu'il faut les signaux faibles, etc., mais aussi sur les harceleurs. C'est-à-dire que le problème n'est pas seulement d'essayer de détecter celui qui va mal, qui devient presque d'ailleurs la victime. Bon, c'est attention. Il y a un vrai problème d'indifférence. On tourne la tête, on ne voit pas ceux qui harcèlent. Et donc, il va falloir effectivement détecter ceux qui sont mal et qui n'en parlent pas. Mais des fois, ils en parlent. Et on s'en fout, entre guillemets. Et donc, il faut plus s'en foutre maintenant. Allez, il faut sanctionner. On va aller en salle des conférences du Sénat et on va voir cette interview réalisée par Steve Jourdain, interview du secrétaire d'État au numérique Cédric O, où il a été question des investissements dans le numérique, mais également de la lutte contre le cyberharcèlement. Bonjour Cédric O. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Emmanuel Macron a donc présenté son plan France 2030. L'objectif, c'est de réindustrialiser la France. Quand on regarde aujourd'hui le monde technologique, on voit que les entreprises qui dominent un peu ce marché, ce sont des entreprises américaines, des entreprises chinoises. Qu'est-ce qu'on fait mal? Comment on rattrape ce retard, nous? Vous avez raison, si on regarde par exemple les 10 plus grandes entreprises du monde, il y en a 8 qui sont dans ce qu'on appelle la tech, donc souvent le numérique, et 6 qui n'existaient pas il y a 25 ans. Et aucune n'est européenne, et on voit encore avec Tesla que ce sont de nouveaux acteurs qui aujourd'hui font la réindustrialisation de notre monde. Et c'est donc bien le plan de France 2030, c'est de faire en sorte que sur un certain nombre de secteurs critiques, la santé, l'environnement, l'alimentation, on se mette en capacité d'investir dans l'avenir pour préparer la réindustrialisation de la France de demain et d'après-demain. Alors très concrètement, qu'est-ce que France 2030 prévoit justement pour la tech ?
française? Alors, France 2030, c'est une trentaine de milliards d'euros qui vont être investis pour une bonne partie de cet argent dans les nouveaux acteurs, c'est-à-dire les startups qui se créent et qui aujourd'hui créent de plus en plus d'emplois en France. On l'a dans le secteur de l'alimentation avec des acteurs comme INSEC, comme Innovafeed. On voit que dans le secteur du nucléaire, il y a de plus en plus de startups qui se créent. On voit que dans l'automobile, Tesla est un bon exemple. Ce sont souvent les nouveaux acteurs qui créent de l'emploi et de la réindustrialisation. Le prochain Elon Musk sera français? Et bien, tout l'objectif, c'est de faire en sorte qu'à la fois on accompagne la transition de nos grandes entreprises, mais de faire en sorte qu'on fasse grandir les Elon Musk en France. La French Tech, c'est quelque chose sur laquelle Emmanuel Macron a beaucoup misé depuis son élection. Avec le recul, est-ce qu'on n'a pas un peu surestimé les avantages de la nation start-up? Alors, au contraire, aujourd'hui, on est en train de tirer tous les bénéfices de cet investissement qui dure depuis à peu près 4 ans. Aujourd'hui, le numérique, c'est le deuxième ou le troisième secteur le plus créateur d'emplois en France. Sur les plus grandes entreprises du numérique, c'est 200 000 emplois qui ont été créés dans les dernières années. C'est 200 000 emplois supplémentaires dans les 3 années qui viennent. Si vous prenez une région comme ma région, qui est la région lyonnaise, le numérique, c'est aujourd'hui plus d'emplois que le secteur pharmaceutique. À Nantes, c'est 10 000 emplois dans les 7 dernières années. C'est aujourd'hui un des principaux pourvoyeurs d'emplois dans notre pays. Et ça nous aide aussi dans les crises. On a vu le rôle que Doctolib a joué. Et donc, c'est devenu extrêmement important. C'était un pari, mais c'est aujourd'hui une réalité. Petite question d'actualité. Dina, vous avez vu une adolescente de 14 ans s'est suicidée début octobre à Mulhouse. Elle a été victime de harcèlement, de cyberharcèlement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se reproduise plus? Alors d'abord, c'est évidemment une tragédie. C'est malheureusement pas la première en matière de cyberharcèlement et ça nécessite une vraie mobilisation de tous. Sur le numérique, il faut mieux réguler les réseaux sociaux. C'est un élément absolument... Alors, il faut mieux réguler les réseaux sociaux, ce qui se passe. C'est un élément essentiel de la prochaine présidence française de l'Union européenne. C'est une priorité de la prochaine présidence? C'est une des grandes priorités de la prochaine présidence avec un texte qui s'appelle le Digital Services Act. Mais ça dépasse les réseaux sociaux. Très souvent, le cyberharcèlement passe par des messageries privées qui ne dépendent pas de la régulation des réseaux sociaux. Et là, on a besoin, c'est ce que disait Jean-Michel Blanquer, de mobiliser tout le monde, la communauté éducative, les parents, les commissariats de police, parce qu'on voit que trop souvent, on a tendance à traiter un peu ces sujets à la légère et qu'il y a eu beaucoup d'alertes, mais que ces alertes n'ont pas été suivies d'effet. Donc on doit mobiliser l'ensemble des acteurs. Il faut contraindre les réseaux sociaux à respecter certaines... Il faut contraindre les réseaux sociaux à mieux réguler et à mieux modérer. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en fait dans la vraie vie et qui ensuite arrivent sur des messageries privées. Et donc il faut mieux mobiliser l'ensemble des acteurs, que ce soit la communauté éducative ou le reste des acteurs. Donc on aura peut-être des annonces après janvier, après la présidence française. Alors on espère, dans la présidence française, de faire adopter un texte qui nous permettra de mieux réguler les réseaux sociaux. Merci beaucoup, merci Monsieur le ministre d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Steve. Autre sujet évoqué durant cette séance de questions d'actualité, la concentration des médias dans les mains de quelques milliardaires au sein de quelques grands groupes. La sénatrice écologiste Sophie Taé-Polian a interrogé la ministre de la Culture Roselyne Bachelot sur ce sujet. Écoutez. L'heure du bilan, qu'avez-vous fait pour respecter l'engagement d'Emmanuel Macron en 2017 de protéger l'indépendance éditoriale des médias? Qu'avez-vous fait pour lutter contre la concentration des médias, qui est, je le rappelle et nous le savons tous, une condition essentielle pour une démocratie et un débat public apaisé? Les textes qui assurent cette régulation sont des textes déjà anciens et qui présentent des lacunes. Nous avons mandaté nos 2 inspections respectives pour à la fois dresser un diagnostic et proposer des outils de diffusion, de régulation publique qui nous permettent de mieux contrôler, de mieux réguler ces phénomènes. Et sur ce sujet de la concentration des médias, David Assouline, les sénateurs socialistes veulent lancer une commission d'enquête. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est déjà d'éclairer le débat public d'une question essentielle qui passe sous les radars, c'est pas discuté, mais depuis, disons, une quinzaine d'années, le paysage est bouleversé. La presse écrite, qui était maillée avant tout par la PQR, qui, au lendemain de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, a été l'expression la plus aboutie du pluralisme. Dans chaque département, il y avait 2, 3, les opinions étaient là. Bon, au fur et à mesure, ça s'est rabougri, et on se rend compte que
même quand les titres sont conservés, c'est le même groupe et la même ligne éditoriale qui a été à la tête. Et qui est à la tête? Ce sont des banques, des assurances, voilà. Donc il faut le savoir, il faut éclairer déjà les choses. Et ensuite, sur la presse nationale, on voit qu'il y a des concentrations qui lient médias audiovisuels et grande presse nationale de plus en plus, avec, pareil, on avait la TNT, c'était le pluralisme, ça permettait l'indépendance, un choix assez divers, et puis au fur et à mesure, eh bien, les grands groupes ont acheté les chaînes de la TNT, maintenant ils vont jusqu'à 6-7 chaînes, et aujourd'hui, on est devant deux phénomènes. Le groupe Bolloré qui fonce et qui va sur Europe 1, mais aussi par Image, le JDD. Et de l'autre côté, la fusion M6-TF1, qui est d'une autre nature. L'argument, c'est avant tout de présenter un groupe à échelle de pouvoir être en concurrence à l'international. Un champion national. Ouais. Sauf qu'un champion national qui fait 70% du marché publicitaire de l'audiovisuel, c'est du jamais vu. En tous les cas, dans notre jurisprudence, c'est pas accepté. Et en clair, le service public, lui, affaibli, qui fera même pas 30% à côté, c'est un déséquilibre. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais en tous les cas, il faut éclairer ce débat. Il faut savoir comment se passent ces processus. C'est l'autorité de la concurrence et le CSA qui vont décider, par exemple, de la fusion. En tous les cas, qui vont donner l'avis. C'est important. Ils vont devoir choisir entre la jurisprudence, 70% du marché, c'est pas possible, hein, et inventer une nouvelle jurisprudence. C'est pas le marché français, c'est le marché européen ou autre. Et là, ça serait qu'à 30%, donc on autorise. On va laisser ces grandes décisions sur une question aussi essentielle sans qu'il y ait un éclairage du débat public. Donc une commission d'enquête est adaptée parce que chacun pourra se faire son opinion derrière. Mais en tous les cas, on mettra sur la table tous les éléments de processus qui ont été à l'œuvre et on éclairera sur les conséquences et les impacts. Stéphane Le Rudulier, David Assouline parlait de l'empire médiatique Bolloré qui est actuellement en train de s'étendre sur Paris Match, Europe 1, le groupe Canal+, avec CNews, avec également un changement de ligne éditoriale et des idées qui sont plutôt favorables aux propositions d'Éric Zemmour, on ne va pas se mentir. Est-ce que ça vous pose problème, un problème démocratique à 6 mois de la présidentielle? Écoutez, incontestablement, la question qui se pose, c'est est-ce que l'information est une marchandise comme une autre? La réponse est bien évidemment non. On a, dans l'histoire de France, tout le temps défendu la liberté de la presse, la pluralité des opinions, parce que derrière, c'est notre démocratie qui est en jeu. Effectivement, si des grands groupes concentrent la majorité des médias, le risque, il est très clair. C'est d'avoir une ou deux idées dominantes en France, ce qui n'a jamais été le cas. Donc là aussi, pour ça, je suis assez favorable à cette commission d'enquête, pour éclairer quand même et avoir une image de notre paysage audiovisuel et du niveau de concentration des médias qui n'a jamais été aussi fort. Et puis, le deuxième point, c'est que, effectivement, M. Assouline a raison, si vous regardez uniquement à l'échelle nationale, la jurisprudence est très claire, vous ne pouvez pas concentrer 70%. En revanche, si on ouvre à l'échelle européenne ou mondiale, on va se dire, ben oui, mais ça ne correspond qu'à 10 ou 20%. Le seul danger là-dedans, c'est que les médias, jusqu'à preuve du contraire, on a toujours une vision nationale et il faut préserver la vision nationale. Donc il faudra peut-être un cadre législatif et non pas se reposer uniquement sur des autorités indépendantes. Alors il y a aussi une dimension internationale avec la concurrence face à ces grandes plateformes numériques. Emmanuel Capus, est-ce que vous êtes favorable à la constitution d'un champion national de l'audiovisuel privé, du coup, avec une fusion entre TF1 et M6 ? Je ne sais pas si la question se pose comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, et d'ailleurs la ministre l'a dit, la concurrence elle est de plus en plus exacerbée et que même cumulé, TF1 et M6, ça reste un nain par rapport à Netflix, par rapport aux géants américains et demain aux géants asiatiques. Donc c'est vrai qu'il y a une nécessité, c'est d'avoir des outils quand même pour lutter contre cette concurrence exacerbée. Et derrière, en respectant notre tradition, c'est-à-dire la pluralité des médias, de la presse. Et donc, il y a un équilibre évident à trouver. Moi, je suis tout à fait favorable à une commission d'enquête pour justement prendre des décisions de façon éclairée. J'y ajouterais
même parce que c'est un sujet qui n'a pas été abordé, et moi j'y serais sensible, sans doute l'influence de médias étrangers ou d'influenceurs étrangers de type Russia Today ou de ces nouvelles formes d'influence et d'ingérence de médias étrangers qui apparaissent et dont il serait intéressant de voir justement qui les finance et comment ça fonctionne. Parce que ça, c'est une nouvelle forme d'agression, en tous les cas d'ingérence étrangère, qui m'apparaît être à examiner. David Assouline, oui. Oui, vous savez, bon, un de mes premiers pas parlementaires un peu importants, c'était paradoxalement, c'était la réforme de la Constitution sous Nicolas Sarkozy, où, voulant être en 2008, en 2008, voulant être utile, j'avais déposé un amendement consacrant la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias dans la Constitution, à l'article 34. Et je ne sais pas par quel processus, enfin je sais un petit peu, mais ça a été adopté et ça a été maintenu par les deux chambres. Et donc j'ai ma marque, mon apport dans la Constitution française. Et depuis, beaucoup de contentieux, etc., s'appuient sur cela. Et d'ailleurs, la ministre tout à l'heure a fait référence, elle a dit c'est constitutionnel, cette indépendance, et c'est constitutionnel depuis cet amendement qui est passé au Sénat en 2008. Donc, j'y tiens beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, y compris quand on veut être, disons, fort dans la concurrence, on peut imaginer autre chose que des fusions. Parce que de toute façon, comme vous l'avez dit, face à Netflix ou d'autres, TF1, M6 reste très très petit. Par contre, les partenariats, les façons d'agir, même avec le service public, on a vu d'ailleurs que M6, TF1 et France Télévisions peuvent, parce qu'ils ont un intérêt commun sur le marché français face à ces plateformes, mettre toutes leurs forces ensemble. Avec la plateforme Salto. Il y a eu la plateforme Salto, mais on peut imaginer beaucoup d'autres choses. Mais considérer qu'il faut toujours plus concentrer de façon verticale au moment où, et sans impact sur la pluralité de l'offre, c'est pas seulement l'information, hein, même pour la création, l'ORTF, c'était plus pauvre en termes de possibilités, d'imagination pour les créateurs, que quand il y a, je tape un guichet, ils n'en veulent pas, je vais voir un autre, etc. Et le pluralisme se crée aussi comme ça. Donc, je le dis, c'est quelque chose de fondamental pour la démocratie, et c'est bien, y compris que ce débat soit mis sur la table dans un moment où on va débattre des grandes questions. Et on suivra donc les travaux de cette commission d'enquête du Sénat sur la concentration des médias, une commission d'enquête qui va être créée prochainement normalement. C'est la fin de ce débat. Merci d'y avoir participé. C'est la fin de cette émission consacrée aux questions d'actualité au gouvernement.